Bonjour à tous, bienvenue sur Réalisons, le podcast produit par Réaliste, le programme d'accompagnement des entrepreneurs engagés de la région Occitanie et accompagné par Adoc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Zécry. Margot, bonjour. Bonjour. Alors Margot, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur un sujet à impact ? Aujourd'hui, je vais vous raconter donc le projet que j'ai fondé il y a 3 ans. Et donc, je pense que c'est intéressant de témoigner aussi sur les aventures qu'on rencontre quand on est dans l'entrepreneuriat social. Très bien, alors ton projet s'appelle Miam Up, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors Miam Up, c'est une association qu'on a créée donc il y a 3 ans. Et l'idée, nous, c'était d'apporter une solution complémentaire d'approvisionnement de plats un peu plus qualitatifs aux acteurs de la solidarité alimentaire. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible une alimentation de qualité pour tout le monde. Et pour ça, donc nous, on s'est concentré sur le secteur de la restauration collective, donc les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise. Et on a proposé de mettre en place une solution qui les inscrirait dans une démarche de don alimentaire. Très bien. Petite question, pourquoi tu as créé une association plutôt qu'une entreprise ? Alors, je suis issue du milieu associatif. J'ai toujours travaillé dans des associations. Et donc, Miam Up, c'est vraiment un projet qui a vocation à être d'intérêt général. L'idée, voilà, c'est de répondre à des lourds besoins sociaux. Donc, on trouvait ça pertinent que ce projet reste dans le tissu associatif. Très bien. Alors on va d'abord commencer sur la genèse de ce projet. Quel a été le déclic chez toi pour créer ce Miam Up ? Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc je suis issue du milieu associatif. Avant, je travaillais dans des écoles de la transition écologique. Et donc, j'ai pu, au sein de ces écoles, mener des projets autour de l'alimentation pour tous. Et pendant le Covid, j'ai fait du bénévolat au sein d'un resto du cœur en campagne. Et donc, pendant cette expérience, je me suis rendu compte que ces associations avaient du mal à aller se sourcer de plats un peu plus frais, un peu plus complémentaires pour justement répondre aux besoins de leurs bénéficiaires. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à de nouvelles solutions. Et c'est là qu'est née du coup mon idée de créer Miam Up. Ok, donc en étant investi dans ces associations, tu t'es dit il y a un besoin et je vais essayer d'y répondre. Oui. Alors j'imagine entre l'idée et la réalisation, il s'est passé plein de choses. Est-ce que tu peux nous donner un peu les difficultés que tu as pu avoir dans le lancement de ce projet et puis ensuite, une fois lancé, quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer ? Alors oui, c'est sûr qu'au début c'était qu'une idée. Ensuite, il fallait valider donc si cette idée pouvait s'inscrire dans une vraie solution qui pourrait être pérenne. Je recommence. Donc oui, au début c'était une idée. Donc pour la transformer en vrai projet pérenne, c'est sûr qu'il a fallu donc mettre en place des outils. Il a fallu expérimenter notre solution, il a fallu aussi s'entourer de partenaires, que ce soit de partenaires opérationnels ou financiers. Donc au démarrage, c'est vrai que ça a été du temps un peu long pour pouvoir s'inscrire dans une vraie dynamique entrepreneuriale. Et donc pour ça, je me suis faite aussi accompagner et j'ai suivi plusieurs parcours de l'incubation jusqu'au développement de la structure. Ok. Et quel est le plus difficile ? C'est le plus difficile, c'est de trouver des partenaires qui vont vous livrer, vous transmettre des repas, ou c'est de trouver plutôt les associations qui vont accepter de collaborer avec vous ? Non, alors le plus dur au début, c'était vraiment d'engager les acteurs de la restauration collective dans la démarche, parce que c'est vrai que le don alimentaire est très réglementé. Donc nous, on a dû valider tous les process pour qu'ils aient confiance aussi dans notre solution. Par contre, les associations, c'est vrai que ça a été beaucoup plus fluide avec elles, parce qu'elles ont réellement vu que ça leur apportait une solution et que tout est clé en main pour elles. Et les associations, tu les contactes au niveau local ou plutôt au niveau national, au siège ? Comment ça se passe ?
On a commencé avec des associations locales. La première expérimentation que j'ai menée, c'était auprès de ma commune, à Portée-sur-Garonne, donc avec le Secours populaire de Portée et des cantines scolaires de la commune aussi. Donc on a expérimenté avec des associations locales. On a développé ces partenariats à l'échelle de Toulouse Métropole. Et alors maintenant, c'est vrai qu'on entame des discussions plutôt au niveau national parce que c'est une solution qui répond vraiment à leurs problématiques. Donc voilà, pourquoi pas la déployer aussi sur d'autres associations. Oui, ça c'est un bon apprentissage, hein. C'est tester au niveau local, prouver le modèle, et puis quand on voit que ça fonctionne, ensuite aller plutôt au niveau national pour peut-être dupliquer ce qu'on a réussi au niveau local. Ouais. Même si en le disant ça paraît simple, mais j'imagine que tu as d'autres obstacles qui vont se rencontrer. Combien d'associations aujourd'hui travaillent avec vous ? Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine d'associations. Ah oui. Donc on va travailler avec des associations qui sont plutôt des épiceries sociales et solidaires, donc avec des associations de tête de réseau comme le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge. Mais on va aussi travailler avec des plus petites structures qui sont des foyers d'accueil. Voilà, donc qui sont plus ancrés à l'échelle territoriale. Et donc là, c'est vrai que la solution répond aussi à des nouvelles problématiques qu'elle rencontre, qui est vraiment de l'aide d'urgence alimentaire, qui n'existait pas trop avant. Très bien. Tu peux m'expliquer un peu plus l'aide d'urgence alimentaire ? Oui, en fait, c'est vrai que ces foyers d'accueil, généralement, ils agissaient plutôt sur le logement d'urgence. Voilà, c'était les premières nécessités des personnes qui venaient les solliciter. Et c'est vrai que maintenant, en plus de ce besoin d'être hébergées, les personnes sont tellement dans de telles situations de précarité qu'elles ont aussi besoin d'être accompagnées sur l'aspect alimentaire. D'accord, ok. Donc avant, elles ne faisaient pas l'aspect alimentaire et maintenant, elles se mettent à le faire, c'est ça ? Oui, il y a vraiment de plus en plus de demandes et de besoins. Donc on constate bien qu'il y a vraiment un gros souci en termes de précarité alimentaire en France. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes basé dans quel secteur, quelle ville ? Donc on a créé Miam-Up et lancé donc, la solution sur le territoire toulousain. Donc là on intervient vraiment sur l'ensemble de la métropole. Et depuis janvier dernier, donc on a commencé l'essaimage, la réplication de notre modèle sur la ville de Montpellier. Donc pareil, on intervient sur l'ensemble de la métropole. Donc cette antenne est effective et les collectes sont lancées. Et on a également lancé une nouvelle antenne à Lyon. Très bien. Et tu peux m'expliquer un peu plus comment ça fonctionne en interne, vos équipes, combien de personnes vous êtes, quand tu ouvres une antenne à Montpellier, de quoi tu as besoin ? Oui. Donc comment ça fonctionne ? En fait, donc Miam-Up, la démarche, donc nous on propose des outils très concrets pour la restauration collective. Donc pour ça on a développé une plateforme numérique, c'est une plateforme de dons. Les restaurateurs peuvent s'en servir pour déclarer leurs dons. Les associations, elles commandent en fonction de leurs besoins en approvisionnement. Et ensuite, nous, ça nous permet vraiment d'acheminer donc, les collectes et les distributions de ces dons. D'accord, donc tu as eu quand même un outil logiciel au centre de ça pour fluidifier les échanges entre chaque acteur. Oui, exactement. Donc, ce n'était pas vraiment le cœur du projet, mais on s'aperçoit que cette plateforme, elle est vraiment indispensable pour garantir en fait, l'ensemble de la traçabilité et les normes d'hygiène. Donc, on a vraiment travaillé une plateforme qui répond aux contraintes exclusives de la restauration collective. Ensuite, ça nous permet d'acheminer nos tournées. Ces tournées, on les réalise en vélo cargo en ville et en véhicule électrique en périphérie. Et ça nous permet aussi d'éditer des rapports d'impact pour nos partenaires et pour valoriser aussi leur démarche de don. Donc cette plateforme, elle a été développée en interne dans notre association. Donc aujourd'hui, on travaille avec 2 freelances qui sont basés à Paris et donc qui gèrent le développement des fonctionnalités et la maintenance. Et ensuite, sur l'équipe Miam-Up, donc aujourd'hui, nous sommes 6. Donc 4 personnes qui sont au siège à Toulouse et ensuite, nous avons des responsables d'antenne dans les territoires. D'accord. Et quand tu veux ouvrir d'autres villes, tu as besoin d'un responsable d'antenne et d'autres personnes ou un responsable d'antenne, ça peut suffire ? Alors, dans le démarrage, pour les premiers mois d'expérimentation, on recrute un responsable d'antenne et ensuite, on va également recruter une deuxième personne qui sera responsable de la logistique. Ah oui.
Et ensuite, on s'appuie sur des acteurs locaux. Donc, on va travailler avec des acteurs de la cyclo-logistique. On va travailler avec des entreprises d'insertion aussi qui sont déjà présents dans les territoires. L'idée, c'est pas de reproposer une solution qui existe sur un territoire, mais bien de s'en appuyer pour aussi tisser des liens avec les acteurs plutôt de l'économie sociale et solidaire. Ouais, j'allais te dire, c'est vraiment un projet autour d'une logistique importante. Oui. J'imagine que tu as des difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quand tu fais de la logistique, quelles sont des difficultés peut-être auxquelles on ne pense pas quand on lance ce type de projet ? Alors déjà, les charges, parce que la logistique, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est très coûteux. On a l'habitude de se faire livrer des colis chez nous, mais on ne s'aperçoit pas que derrière, il y a vraiment tout un travail logistique et donc les charges sont assez importantes. Ensuite, donc, comme je l'ai expliqué, nous sommes sur des plats qui sont cuisinés, donc c'est une réglementation très stricte et donc il faut vraiment qu'on garantisse, nous, le respect de tous les protocoles sanitaires. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur la manière dont on collecte, la manière dont on garantit les températures. On a aussi tout un système de consignes de contenants pour lever les freins au conditionnement des plats. Il faut qu'on s'assure que les associations soient aussi en capacité de réceptionner ce genre de plats. Donc c'est quand même des protocoles stricts et donc ça, il faut vraiment qu'on s'assure de les respecter. Et donc tu as une chaîne du froid à respecter peut-être. Donc le vélo cargo doit être équipé d'un système pour préserver le froid. Oui. Donc sur 80% des plats, il faut effectivement respecter cette chaîne du froid. Donc nous, ce sont des plats qu'on collecte dans nos propres contenants Miam Up, qu'on met à disposition aux restaurateurs. Et donc effectivement, que ce soit sur les remorques au cargo ou que ce soit dans les véhicules électriques, ces plats sont transportés dans des grosses caisses isothermes qui garantissent donc de ne pas passer les 3 degrés. Très bien. Je me posais la question pendant que tu nous présentais tout ça. Est-ce que les acteurs de la restauration ont des incitations pour le don ? Alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le gaspillage alimentaire reste quand même assez présent dans le secteur de la restauration collective parce qu'ils sont vraiment soumis à beaucoup d'aléas aussi, qui fait que la gestion est compliquée. Et donc aujourd'hui, il y a donc la loi AGEC qui est effective. Et donc là, c'est vrai que cette loi oblige le secteur de la restauration collective à diminuer donc son gaspillage alimentaire et de s'inscrire dans des démarches de dons. Elle oblige notamment justement la gestion de leurs biodéchets. Avant, les excédents alimentaires ou les retours assiettes partaient dans les poubelles noires. Maintenant, ces acteurs sont obligés de séparer les flux et de se faire collecter et traiter ces biodéchets. Donc nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'avant que ça devienne des biodéchets, il y a aussi des plats qui sont consommables et donc on estime que c'est aussi bien de les valoriser à travers une démarche de don alimentaire. Très bien. Est-ce que tu as un pourcentage peut-être du pourcentage de nombre de plats consommables par rapport à ce qui a été jeté ou ce qui a été jeté avant ? Est-ce que tu sais, je sais pas, sur 100 repas jetés, vous savez que vous pouvez en récupérer 15, 20, je sais. On estime, alors c'est sûr qu'il y a pas mal de démarches à mettre en place en amont, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure gestion dans le service, on va avoir des nouvelles pratiques en cuisine pour limiter justement ce qu'on appelle des retours assiettes. Donc là, c'est ce que les convives vont laisser sur les plateaux. Ça, bien évidemment, qu'on ne peut pas le récupérer pour le donner. On va vraiment travailler sur des plats qui restent et qui n'ont pas été servis. On estime que quand on met en place des démarches pour limiter le gaspillage retour assiette, environ 40% de ce qui aurait été jeté dans le biodéchet peut devenir du consommable et donc du don. Très bien. Et justement, ça m'introduit le sujet plutôt impact. Est-ce que tu as d'autres retours d'expérience statistiques sur l'impact de Miam Up sur justement l'activité de récupération des plats Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai expliqué, quand on est sorti de notre phase d'expérimentation, on est passé dans une nouvelle phase qui a été le développement de nos actions sur le territoire toulousain.
Aujourd'hui, on travaille environ avec 40 restaurateurs, donc que ce soit des sociétés de restauration privées ou publiques. Par exemple, nous travaillons avec des lycées dans le cadre d'un partenariat avec la région Occitanie. Bon, voilà. Et puis avec beaucoup de sociétés qui font aussi de la restauration pour les entreprises. Donc là, sur ces 40 restaurants, l'année dernière, ça nous a quand même permis de sauver 33 tonnes de denrées alimentaires. Et donc là, c'était quand même l'équivalent d'une redistribution de 63 000 repas. Sachant que sur la métropole, donc on travaille avec 40 restaurants, il y en a environ 1000. Donc on peut se dire que voilà, le changement d'échelle peut être très très important. Et surtout, on pourrait sauver davantage de plats pour les redistribuer. Et de quoi tu aurais besoin pour changer d'échelle, justement, pour aller chercher sur ces 1000 restaurants, peut-être 30, 40, 50% de ces restaurants? Alors déjà, leur engagement. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on appelle tous les acteurs de la restauration collective à s'inscrire dans notre démarche de don, qui a fait, je pense, ses preuves sur l'aspect logistique et aussi impact. Ensuite, effectivement, on a besoin de ressources financières. Donc là, aujourd'hui, c'est le gros travail qu'on mène, d'aller essayer de nouer de nouveaux partenariats avec des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour qu'on puisse après, nous aussi, s'équiper et être en capacité d'assurer ces collectes et ces distributions. Oui, tu me disais avant de commencer l'épisode que justement, tu étais en pleine recherche de financement. Hein, c'est ça, c'est ton actualité du moment? C'est un peu l'actualité du moment. Alors, sur Toulouse, l'activité est assez bien lancée. Mais effectivement, donc là, on est plutôt dans une phase d'essaimage. On a été lauréat de La France s'engage cette année. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de répliquer le modèle. Et donc, on a l'objectif d'ici 3 ans d'ouvrir 10 antennes en France. Donc là, on est vraiment à la recherche de partenaires financiers qui pourraient nous permettre d'amorcer cette création d'antennes, oui. Très bien, j'allais te demander justement l'évolution du projet. Donc, ta vision, c'est d'avoir une dizaine d'antennes à travers la France, plutôt dans des grandes villes? Alors la vision, c'est ça, c'est à 3 ans, 10 nouvelles antennes, enfin, c'est l'objectif. Après, nous, on aimerait vraiment être présents dans l'ensemble des territoires, couvrir des territoires qui accueillent environ 150 000 habitants. On pense que la solution est pertinente et surtout peut être viable. Aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue logistique, notre solution est très adaptée sur des territoires urbains ou périurbains. Et là, on réfléchit justement parce qu'on sait que le rural, c'est aussi des zones grises et qu'il y a autant de besoins. On réfléchit à une solution qui pourrait être un peu plus adaptée, notamment grâce à notre expertise, à nos formations aux agents et à notre plateforme aussi numérique. Mais on réfléchit à la manière dont les plats pourraient être collectés et livrés. Mais c'est en cours de réflexion. Très bien. Est-ce que tu as un moment marquant dans cette aventure? Ça fait 3 ans, tu l'as dit, qui te vient à l'esprit quand je te demande est-ce que tu as une anecdote qui te fait sourire ou qui est un peu symbolique ou qui te fait plaisir quand tu y penses? Il y en a plusieurs, mais je dirais qu'un moment marquant, c'est... déjà, ça a été la première création d'emploi. Quand on peut recruter grâce à un projet qui a fait ses preuves, c'est quand même assez symbolique dans la vie d'un entrepreneur. Donc ça m'a vraiment marqué. Et puis les autres créations d'emplois aussi. Ensuite, c'est bien entendu les retours de nos partenaires. C'est toujours très satisfaisant d'avoir des bénéficiaires de ces plats qui nous disent que c'est bon, que tous les jours ce sont des plats variés, qui sont trop contents qu'on soit là. Donc ça c'est très marquant, je trouve, et ça permet justement, quand on a des coûts un peu plus difficiles, de les surmonter, parce qu'on se dit que la solution elle sert quand même à pas mal de gens. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt des témoignages de partenaires et aussi de pouvoir recruter à travers ce projet. Oui, c'est déjà de très belles choses, effectivement, quand tu peux recruter, grossir l'équipe et en plus satisfaire vos utilisateurs, je ne sais pas comment vous les appelez. Oui, les partenaires, les bénéficiaires. C'est le mieux. Je voulais te demander, c'est un podcast produit par Realis, donc c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs engagés de la région Occitanie. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur l'accompagnement ?
Mm. Effectivement, je pense que quand on est entrepreneur, ou même quand on ne l'est pas, mais qu'on a une idée de projet, pour moi, c'est important quand même de s'entourer d'experts parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences requises pour développer un projet. Et donc, Realis, donc c'est vraiment un parcours d'accélération pour nos projets. Et c'est vrai que donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans leur dispositif, c'est vraiment qui s'adresse aux entrepreneurs de manière très individualisée. Alors, on a des formations collectives et ça, c'est très chouette parce que ça nous permet de nous faire un réseau aussi sur Toulouse. Mais c'est vrai que d'individualiser un petit peu le parcours, ça vient répondre de manière très concrète à des besoins qu'on peut avoir. Là, typiquement, j'ai demandé à une juriste de valider nos contrats parce que c'est vrai qu'il fallait qu'on borde des contrats. Bon ben voilà, Realis nous fait travailler avec une avocate qui a écrit nos contrats et c'est vrai que c'est bien quand on n'a pas cette compétence-là en interne. Mais écoute, merci beaucoup. Je pense qu'ils vont être contents de ton témoignage. On va attaquer la rubrique tips pour entreprendre. Donc là, c'est pour donner un peu ton retour d'expérience pour des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent se lancer. Est-ce que tu as des erreurs à partager, à éviter plutôt, à me donner quand on se lance? Est-ce que j'ai des erreurs Alors, pas trop s'enfermer dans son projet. C'est vrai que les 3 premières années... Alors moi, je sors des 3 premières années. Souvent, les entrepreneurs disent que les 3 premières années sont les plus dures. Bon, j'ai fait la même erreur. Je pense que 98% des entrepreneurs, je me suis beaucoup enfermée dans mon projet. Enfermée dans le sens, on s'investit énormément en fait et parfois ça nous met des œillères et donc on a un peu de mal à prendre du recul et puis à faire aussi autre chose parce que ça fait aussi du bien de faire autre chose. Donc je pense que c'est bien d'essayer de garder un équilibre et de pas vraiment se lancer à 100% dans son travail. Ça serait une erreur. Enfin, à refaire, je pense que je m'investirais tout autant, mais d'une autre manière. D'accord. Tu en as une autre? Euh, Là, comme ça, j'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit, si ce n'est les recrutements qui peuvent être aussi parfois délicats. Moi, c'est un exercice que j'avais jamais fait, donc c'est vrai que c'est très difficile de savoir s'entourer. Donc, bon, voilà, moi j'ai eu un mauvais recrutement une fois, après on passe à autre chose, mais c'est un exercice qui est difficile, je trouve. Oui, on apprend en faisant et Oui, c'est effectivement le recrutement, même des recruteurs expérimentés, oui, le taux de réussite de 100% n'existe pas. oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup aidé dans ton aventure? Ça peut être un livre, une méthode, une rencontre, ça peut être plusieurs choses qui t'ont vraiment aidé et Mm. que tu peux conseiller aux auditeurs. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, donc, c'est déjà mon expérience précédente. C'est que donc, quand j'étais chargée de développement dans une association, j'ai vraiment pu voilà, travailler sur le développement partenarial, savoir où aller chercher les fonds adaptés à ce projet. Donc ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de faire beaucoup de veille finalement sur... alors nous, on est très spécialisés dans la solidarité alimentaire, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup voilà, m'alimenter, regarder ce qui se passe, quelles sont les solutions proposées dans d'autres territoires. J'aime beaucoup faire de la veille active pour voir aussi si on est toujours dans le coup, si notre solution est adaptée aussi à l'évolution des problématiques. Et ensuite, mon entourage. Voilà, je pense que j'ai de la chance d'avoir autour de moi des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont vraiment bien réussi et qui m'ont aussi accompagnée dans cette aventure. Donc voilà, je pense que c'est bien d'être bien entouré. Oui, l'entourage à ne surtout pas sous-estimer, Ouais, en vraiment. bien ou en mal, ça peut vraiment Mm, faire la réussite oui. d'un projet. Ah oui, oui, ça j'en suis convaincue. Parfait. As-tu une leçon forte ou inspirante que tu souhaiterais nous partager? Alors une leçon, je ne sais pas. Quelque chose d'inspirant. Alors c'est vrai que ce que j'aime dans l'entrepreneuriat social, c'est que on sent qu'on a un impact immédiat.
C'est-à-dire que nous, on sait que notre solution, elle va vraiment répondre à une problématique. On va collecter des dons. Quand on va les livrer au sein des associations avec qui on travaille, les plats vont être consommés pratiquement sur le moment. Donc on peut s'apercevoir de l'impact qu'on a. Et ça, je trouve ça vraiment gratifiant dans notre travail. Donc c'est pas une leçon, mais je pense que c'est vrai que si on entreprenait tous un peu plus pour faire du bien autour de soi, ben c'est quand même très motivant, et donc ça permet aussi de s'accrocher, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et après, ben nous, on a quand même, on a gagné un concours qui est celui de La France s'engage. Et au bout de 3 ans d'existence, pour une première candidature, ça crédibilise énormément le projet. Et ça, c'est par contre, alors c'est pas une belle leçon, mais c'est quand même une très très belle réussite pour nous. Bon, écoute, merci beaucoup Margot. On arrive à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi et Miam Up pour les prochains mois, les prochaines années ? Alors j'espère qu'on va réussir à atteindre nos objectifs et pouvoir proposer notre solution dans au moins 10 villes au niveau national, parce qu'on estime qu'on apporte vraiment une solution pour les associations. Donc j'espère qu'on va réussir à tenir cet objectif. Et j'ai oublié de vous demander, comme vous êtes une association, vous accueillez des bénévoles peut-être ? On accueille des bénévoles. Alors, c'est plutôt sur une activité qu'on a annexe à notre solution de logistique. On prépare aussi pour tisser des liens entre l'ensemble de nos partenaires. On a aussi une activité qui est... donc, on organise des repas solidaires. Donc là, les repas sont préparés avec les restaurateurs et les bénéficiaires des associations dans des lieux un peu atypiques. Donc là, effectivement, il y a pas mal de bénévoles qui viennent nous aider à préparer ces repas, parce que souvent, c'est pour une centaine de personnes. Donc ça nécessite aussi pas mal de logistique. Donc là, oui, on a des bénévoles qui viennent nous aider à cuisiner. Très bien. Donc on peut te contacter soit parce qu'on a envie d'ouvrir une antenne dans une autre ville, oui, éventuellement pour l'avenir, ou parce qu'on a envie d'être bénévole. C'est possible ça ? Oui, c'est possible. Oui, avec plaisir. On fait comment pour te contacter ? Vous pouvez nous contacter. Donc on a un site internet Miam Up, et puis après j'imagine que quand on tape Miam Up sur Google, nos coordonnées sont référencées. Donc il y a le numéro de l'association et puis nos contacts aussi, adresse mail. Bon parfait, écoute, merci encore Margot pour être venue dans le podcast Réalisons. Vous allez pouvoir retrouver l'épisode sur toutes les plateformes de podcast et aussi vidéo sur YouTube. Margot, à bientôt. À bientôt, merci. Merci à toi.